Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1986, quelle année! À l'époque, un trajet en TTC coûtait 45 cents pour les enfants et $1 pour les adultes. On pouvait s'acheter une paire de bas pour 77 cents chez Honest Ed's. Et la population de l'Ontario était d'environ 9 millions de personnes. Regardons quels étaient les sujets d'actualité pour la province à l'époque. Pas traité. Nous passons maintenant aux questions orales. Le leader de l'opposition. Monsieur le Président, je trouve que ici, pour ce qui est de la question d'imputabilité, il y a deux ministres du Travail et du Commerce qui sont absents. J'ai une question ici au Trésorier et au ministre en charge de l'économie. Ce matin, dans les journaux, on a pu voir certaines informations et j'ai pu parler à Bruce Sinclair, le maire de Etobicoke. Et il a demandé si on pourrait effectuer une étude sur l'économie de la région. Et il me semblerait que, d'après les renseignements qu'on a eus, le ministre a refusé. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il a refusé? Alors, au petit préambule du leader de l'opposition, je crois qu'il devrait être mis au courant que l'absence des ministres s'explique par le fait que ces ministres sont en réunion avec les représentants de la compagnie de Goodyear. Et nous sommes en train de consulter en ce moment. Je sais que la présence de tous les ministres en Chambre est désirable, mais ces ministres en ce moment peuvent d'habitude être ici. Et les ministres en ce moment sont en train de les rencontrer et j'espère qu'on aura des renseignements intéressants. Maintenant, pour ce qui est de la réponse précise ou de la question précise, je ne savais pas qu'il y avait une telle demande formulée par le maire d'Etobicoke pour une étude sur la région de Lakeshore et je vais voir quels sont les renseignements que nous pouvons offrir ou ce que nous pouvons faire pour satisfaire aux besoins de la communauté. Supplémentaire. Oui, Monsieur le Trésorier, nos renseignements n'étaient pas qu'ils aient demandé quoi que ce soit, mais que tout ce qu'ils ont demandé, c'est une étude et votre ministre a répondu non. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le ministre a répondu non. J'aimerais également dire au trésorier que certains d'entre nous de ce côté-ci se sont déjà trouvés dans des situations où les réunions entraient en conflit avec les séances de la Chambre. Mais on aurait compris que si la réunion était à Akron, Ohio, on pourrait peut-être comprendre. Mais certainement qu'il aurait pu patienter, se trouver ici pour répondre aux questions. Ceci aurait été approprié, mais ça aurait été également une possibilité pour le ministre d'indiquer à ses représentants qu'il s'agit d'une question d'intérêt public très importante et qu'il devait être en chambre, au moins pour 5 ou 10 minutes pour répondre à des questions. Ma question est donc la suivante. Le 11 avril 1985, lors d'une occasion certainement mémorable pour la personne, au cours d'une campagne électorale, en tant que représentant de cette campagne, vous avez rendu visite à une usine de Burns Meat et le leader de votre parti a indiqué qu'on serait prêt à faire des études de faisabilité et qu'on serait prêt à examiner une question où il s'agit de l'équité de travailleurs. Maintenant, étant donné ces renseignements, est-ce que vous êtes prêt à promettre cet après-midi aux députés que vous serez prêt à offrir tous les fonds nécessaires jusqu'à ce qu'on puisse trouver un nouvel acheteur pour cette compagnie? Monsieur le Président, j'aimerais simplement répondre brièvement à ce long préambule au leader d'en face. Je suis sûre que vous vous souviendrez que comme les
membres de l'opposition officielle ont demandé, on a reporté les affaires courantes pour parler de la fermeture de Goodyear. J'ai indiqué à ce moment-là que les ministres auraient la possibilité de rencontrer les représentants américains et qu'on pourrait en parler aujourd'hui. Mais les leaders de l'opposition voulaient absolument en parler hier, et même s'il s'agissait d'un débat important, 2 fois on a dû faire un décompte des têtes, et je pense que souvent il y avait juste 1 ou 2 conservateurs. Et je trouve que cela est étrange de commenter sur l'absence de mes ministres alors que mes ministres sont en train de rencontrer les représentants de Goodyear. Après une telle attitude hier du Parti conservateur, je puis indiquer que le gouvernement fera tout ce qu'il est dans son pouvoir pour discuter avec les représentants de Goodyear. Nous espérons que nous pourrons offrir une analyse efficace et les ministres pourront être là pour enfin remettre un rapport à la Chambre. Dernière supplémentaire. Je puis indiquer au trésorier qu'il a peut-être tenu compte d'une modification concernant une discrimination sexuelle. Or, ceci était plus important que la fermeture de Goodyear. On pensait que c'était peut-être plus important, mais notre parti pensait que la question Goodyear était plus importante que cette histoire de discrimination sexuelle. À l'ordre. L'honorable député voudrait-il bien s'asseoir? À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le député a-t-il une dernière supplémentaire? Je me demande si le ministre peut me dire si il a offert à ses ministres qui fait quelque sorte l'Assemblée buissonnière, si il pourrait obtenir des fonds de la banque du gouvernement pour obtenir des fonds nécessaires pour la construction de nouvelles installations. Je crois, Monsieur le Président, qu'on doit tenir compte du fait que la déclaration est sortie vendredi dernier et il nous semblait normal que le débat pourrait avoir lieu une fois que toutes les données soient disponibles, qu'on pourrait peut-être aujourd'hui ou demain, on pourrait rencontrer les représentants. Je n'ai pas du tout eu de demande pour obtenir des fonds ou des terres parce que il me semble raisonnable qu'on puisse discuter de cette situation au sein de l'Assemblée et en tant que gouvernement. Nouvelle question. Oui, mais quand vous serez décidé à agir enfin, l'usine Goodyear ne sera qu'une affaire du passé. J'aimerais maintenant parler ou m'adresser au ministre responsable des personnes âgées et je sais qu'il aurait eu l'occasion de lire le rapport du vérificateur et on parle beaucoup des maisons infirmières dans ce rapport. Et pour ce qui est des inspections, on ne parle pas de la fréquence de ces inspections. En fait, il n'y en a pas eu beaucoup. Et en fin de compte, on a une très mauvaise documentation concernant les plaintes. Également, on parle de 41 dossiers qui ont été examinés par le vérificateur, qui a vu que dans 39 cas sur 41, on a parlé de mauvaise nutrition, de manque d'inspection pour les feux. Et il y avait un certain manque de certaines données pour 25 cas sur ces 41. Et je suis sûre qu'il s'agit d'une situation fort préoccupante et je me demande ce que le ministre a l'intention de faire. Merci, Monsieur le Président. L'honorable leader de l'opposition se rend compte, je suis sûre, de la responsabilité à l'égard des maisons infirmières et que, dans le fond, ceci relève du ministère des Affaires communautaires et services sociaux. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, je trouve qu'il est important d'indiquer au leader de l'opposition que s'il prend un instant ou deux pour examiner le nouvel ordre du jour,
qu'il verra que j'ai également d'autres responsabilités. J'aimerais citer une ligne ou deux pour indiquer exactement quelles sont mes responsabilités. À la page 17, on peut voir que, tel qu'indiqué, nous allons rationaliser les programmes de soins intensifs ainsi que d'autres services connexes, par exemple les résidences pour personnes âgées. Ce que ça veut dire, Monsieur le Président, c'est que nous allons rédiger une nouvelle loi sur les soins extensifs qui tiendra compte de plusieurs lois sur les personnes âgées et sur les maisons infirmières et une autre loi également. Merci. Le vérificateur fait allusion au processus auquel vous avez fait allusion, ce qui est une autre de la série de promesses que vous faites de l'autre côté. Et on voit qu'il n'y a pas de principes directeurs qui ont été établis, ce qui expliquerait le manque de régularité des enquêtes et que, dans le fond, il n'y a pas eu de principes directeurs qui ont été effectués parce qu'il y a un manque de communication entre le ministère et le ministère qui octroie les fonds. Par conséquent, nous connaissons les raisons pour lesquelles il n'y a pas les fonds pour faire ces enquêtes. Ma question est la suivante. Êtes-vous prêt à ce que toutes les résidences pour les personnes âgées n'aient pas droit à des inspections et à une révision des principes directeurs jusqu'à ce que vous présentez une loi pour changer les liens, ou est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose pour les protéger dans l'entretemps? Comme le ministre le sait, en tant qu'ancien ministre de l'ancien cabinet, fort souvent, on doit œuvrer ensemble, on doit collaborer avec ses collègues en cabinet. Et c'est certainement ce que nous faisons maintenant que nous sommes au gouvernement. Et j'aimerais vous dire que nous ne pensons pas par les genres de mesures lorsque c'était vous qui étiez au pouvoir. J'aimerais vous dire que nous avons l'intention de déposer une seule et unique loi qui serait améliorée, qui permettrait d'établir des critères concernant les services d'inspection, qualité des soins prodigués, ainsi que des installations. Dernière supplémentaire. Le ministre, c'est un discours de bonne intention, mais dans le fond, cela n'aura pas du tout service aux personnes âgées. Et beaucoup d'entre eux vivent dans des résidences qui ne sont pas du tout qui ne font pas l'objet d'enquête. Et il y en a plus de 100 maisons où il n'y a pas d'enquête. Et vous présentez une loi, et dans le fond, en ce faisant, vous renoncez à vos responsabilités. Et en quoi est-ce que ça peut aider les personnes qui se trouvent donc dans les résidences aujourd'hui? Ma question est de savoir, est-ce que votre gouvernement est prêt à accepter le statu quo jusqu'à ce que vous faites les changements, ou est-ce que vous avez l'intention d'agir aujourd'hui et établir un programme d'inspection pour l'instant? Eh bien, Monsieur le Président, l'honorable député de l'opposition se rappellera que les principes directeurs auxquels il fait allusion dans les 3 questions sont des principes directeurs qui ont été émis et sur lesquels on a dû agir en 83. Et à l'époque, on m'a indiqué qu'en fait, les gens de l'autre côté du parquet n'ont rien fait lorsqu'ils ont mis en œuvre ces principes directeurs. Je vous indique donc, Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question, le député de York Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Pour ce qui est du rapport du vérificateur provincial, ce dernier inculpe non seulement le gouvernement de ne pas avoir mené une enquête auprès des foyers pour personnes âgées, mais également la protection des fonds en fidéicommis, fonds qui ont été déposés par les personnes âgées. Même ceci n'est pas protégé et la santé et la sécurité de ces personnes ne sont pas non plus protégées. Par conséquent, le ministre du Travail a failli à ses responsabilités parce qu'il n'a pas mené l'enquête au sein des chantiers, parce qu'il y a des personnes qui se font tuer sur les chantiers de construction.
Et je me pose de sérieuses questions quant à la gestion des services de santé publique. Je me demande si le ministre peut me répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement se préoccupe si peu de la santé, de la sécurité de ses propres personnes et même de ses travailleurs et même de tous les citoyens de l'Ontario qui devraient être les bénéficiaires de ces programmes, alors que on peut voir encore ce genre de déclaration formulée un an et demi plus tard par le vérificateur général concernant ce gouvernement. Oui, je suis au courant de cette question, même si souvent on m'en parle seulement 5 ou 10 minutes avant que je ne vienne en chambre. Certainement, il s'agit de 4 œuvres. Je ne suis pas en mesure de donner des détails précis concernant ce rapport, mais moi, je peux vous dire que je prends ce rapport très au sérieux, tout comme les collègues, et je puis vous assurer que nous allons agir d'après les renseignements que nous avons obtenus. Supplémentaire, député de Sudbury East. J'ai une supplémentaire qui s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, le vérificateur a répété ce que sans relâche depuis un an et demi, je m'acharne à dire aux gardiens du marasme ou du marais. Il y a une perte de temps et même de vie. Et officiellement, tout ce que le ministre peut dire, c'est qu'il, en fait, protège son propre ministère aux dépens des autres. Je viens de donc indiquer que c'est ce qu'il a l'intention de faire. Pourquoi donc est-ce qu'on voit une augmentation des accidents et des décès dans cette province et que c'est vraiment ça qui se passe? Et les inspecteurs du ministre même parlent de gestion de crise parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour effectuer le travail correctement. Oui, je reconnais la connaissance assez en profondeur pour la connaissance donc qu'a ce député. Il fait allusion au ministère en utilisant certains euphémismes, mais je ne puis vous donner une réponse détaillée à cet égard. Mais je suis sûre que le ministre responsable serait en mesure de le faire, lui, et j'espère sous peu. Dernière supplémentaire, le député de Scarborough-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Probablement, ce dernier est au courant que les maisons infirmières dans cette province ont un budget de 200 millions de dollars et malgré ceci, votre ministère, d'après ce qui est indiqué dans le vérificateur, a dit le suivant. Nous pensons que l'imputabilité des soins offerts dans les programmes, dans les maisons infirmières relève des conseils d'administration de ces maisons infirmières. Il s'agit là d'une ancienne politique des conservateurs, façon d'échapper au contrôle budgétaire. Et dans ce cas-là, c'est vous qui êtes responsable du budget. Parce qu'ici, on voit donc des propos qui montrent qu'on ne respecte pas du tout les promesses. Je puis assurer à mon honorable collègue que nous n'avons pas des liens avec le passé. Nous abordons les problèmes, nous prenons le taureau par les cornes, comme vous pouvez le voir. Peut-être que dans certains secteurs, vous avez raison de formuler des critiques. Je prends cette situation très au sérieux, mais j'espère que le député aussi sera fait preuve d'impartialité, de justice. Alors, j'aimerais lire. On a indiqué qu'au cours de cette année, nous avons observé un effort concerté du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations du rapport. Mais il y a des nouveaux déficits et des liens concernant ces révisions. En ce moment, nous faisons de notre mieux pour élaborer ou mettre en œuvre ces recommandations. Par conséquent, nous sommes en train de faire quelque chose, mais je tiens également compte des formulations que vous avez faites. Nouvelle question. Il faudrait parler de 43,5 de gouvernement conservateur. Ma question s'adresse au procureur général concernant l'équité salariale. Un autre ministre avait parlé du temps
que les gens doivent attendre pour obtenir justice. Le ministre doit être au courant de la loi et des retards. Je voudrais demander au ministre de considérer une usine hypothétique et il sait qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui travaillent dans des petites usines. Dans un milieu où il y a 25 employés, où 10 hommes touchent 17 000 $ par an et 15 femmes touchent 14 000 $ par an. De plus, les augmentations touchant 4 % par an, cela va prendre 12 ans pour éliminer la différence entre les salaires des hommes et le salaire des femmes. D'après le projet de loi que vous avez déposé, cela va prendre 18 ans, c'est-à-dire 12 plus 6. Je voudrais demander au procureur général pourquoi est-ce que les femmes qui travaillent dans une telle usine doivent attendre 18 ans pour recevoir un salaire égal pour le travail qu'elles font. Ce type de question devrait se trouver dans le Globe and Mail, dans la section de mathématiques. Je vais tenir compte de cette question et ensuite vous donner la réponse plus tard. Je voudrais répondre à un point de vue soulevé par l'honorable député hier quand il parlait des chiffres. Et il paraît que 56,7 % de la population des travailleuses en Ontario seront protégées par cette loi. À l'ordre. C'est bien de pouvoir sourire de temps en temps, mais passons maintenant à la question supplémentaire. J'apprécie l'occasion de pouvoir poser une question au procureur général, une question supplémentaire. Le fait c'est que les libéraux peuvent rire, mais il y a des dizaines de milliers de femmes qui devront attendre jusqu'au 21e siècle, d'après la loi que vous avez proposée, avant de recevoir l'équité salariale. Je voudrais poser une question à propos de ces autres milliers de femmes qui ne sont pas protégées parce qu'elles travaillent elles ont des emplois où la plupart des employés sont des femmes. Je voudrais demander au procureur général, et il doit être au courant, que les employés des maisons de soins infirmiers ont pu bénéficier d'un règlement qui les accordait la parité avec les employés dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce que les employés dans les maisons de soins infirmiers, des travailleurs des hôpitaux qui travaillent dans ce secteur financé par la population et le gouvernement de l'Ontario doivent être satisfaits par une étude de la Commission sur l'équité salariale, alors qu'on devrait les poursuivre parce qu'ils font absolument rien pour ces employés? Le projet de loi n'a pas été si mal reçu. La Coalition pour l'équité salariale les a bien reçus, tout comme le syndicat pour les employés de la fonction publique, qu'il avait qualifié d'initiative très courageuse. On avait parlé d'un pas géant vers l'avant. Il n'y a personne qui pense que le projet de loi est parfait. Moi non plus, je ne crois pas. Je l'avais déclaré hier. Le problème qui nous présente concerne la comparaison des emplois. Et il y a des cas où on ne peut pas établir des comparaisons. Cela est un problème qui est soulevé par toute proposition sur l'équité salariale. Nous avons proposé ce projet de loi dans l'espoir de recueillir des opinions. Et par la suite, nous allons donner notre réponse en temps afin d'assurer que les gens qui appartiennent à ces groupes pourront bénéficier de rajustements salariaux. Je ne prétends pas que nos réponses sont parfaites. Je sais où la perfection se trouve parce que tous les jours, on nous en parle.
La seule personne qui a critiqué l'équité salariale, c'était les députés de Ottawa-Centre qui critiquent tout. Le fait est que le projet de loi est une initiative importante. Nous nous attendons à recevoir des suggestions positives et surtout en ce qui concerne le problème soulevé par l'honorable député. Dernière question supplémentaire, le député d'Ottawa-Centre. Monsieur le Président, je voudrais poser une question au ministre responsable de la condition féminine. Comment une femme âgée de 50 ans qui travaille dans une firme employant 20 personnes, qui attend sa retraite et peut obtenir quelque chose de ce projet de loi quand elle doit attendre 6 ans après avoir pris sa retraite pour que la loi entre en vigueur? Si vous prenez la retraite aujourd'hui et travaillez dans une compagnie où il y a moins de 49 personnes, il n'y aura pas de rajustement avant 6 ans. Toutefois, si elle travaille dans la fonction publique, les rajustements et peut-être des montants complets payés seront versés en 2 ans. Je suis au courant des questions soulevées par l'honorable député. J'espère qu'ils vont cesser de poser des questions à propos de l'équité salariale parce que j'espère que les conservateurs vous poser ces questions. Je suis venu assister à la période de questions. Je veux bien répondre aux questions de l'honorable député. Je suis venu ici à la période des questions pour voir si on peut connaître l'opinion de l'opposition officielle. Mon honorable collègue de Ottawa-Centre a passé à la télévision, a parlé à la radio pour exprimer ses commentaires et a aussi émis des comités de presse, mais on n'a rien entendu de l'opposition officielle. J'aimerais bien connaître leur point de vue. Je crois que le député de Cochrane Sud a une question à poser. Si vous voulez bien le lui permettre, nous allons attendre. À l'ordre, le député de Cochrane Sud, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous avons un procureur général qui ne veut pas qu'on lui pose des questions. Et il refuse même de les répondre. Pas de porte ni fenêtre, n'est-ce pas? Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Le ministre des Richesses naturelles doit être au courant de l'annonce de remerciement par Kimberly-Clark à Terrace Bay. Il sera au courant des récents licenciements à Sault Ste. Marie, à la scierie Granville-Martin et d'autres endroits dans le nord de l'Ontario. Je voudrais demander au ministre combien de ministres ont rencontré les représentants de ces compagnies et quand ces réunions ont eu lieu. La question sera difficile à répondre. Pourquoi pensez-vous que c'est surprenant que j'aurais de la difficulté à trouver les dates quand je dois parler des rencontres que j'ai eues avec tous ces gens, d'après la question posée par le député à temps partiel? Je veux bien répondre aux questions, Monsieur le Président. Je veux bien étudier, consulter mes dossiers. Et je peux dire que j'ai rencontré beaucoup plus de gens concernant le bois et ses produits secondaires au cours de ces 2 dernières années que les conservateurs ont rencontrés au cours des 10 dernières années.
Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. Peut-être qu'on peut se calmer et laisser le député de Cochrane Sud poser sa question supplémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs du Nord de l'Ontario souhaiteraient que ce ministre ne soit jamais présent dans le Nord parce qu'il n'a jamais rien fait pour les protéger. Je voudrais savoir pourquoi ce gouvernement a des normes différentes quand il s'agit de remerciements à Toronto par Goodyear, contrairement à leur attitude en ce qui concerne les remerciements dans le Nord de l'Ontario. Qu'avez-vous l'intention de faire? Monsieur le Président, la population du Nord de l'Ontario n'a jamais été aussi bien représentée que par ce gouvernement. Jamais. Monsieur le Président, peut-être que le ministre devrait s'asseoir. À l'ordre. Est-ce que les députés veulent bien faire preuve d'un peu de respect? À l'ordre. Monsieur le ministre, les gens du Nord de l'Ontario n'ont jamais été aussi bien représentés que par ce gouvernement, le gouvernement de ce parti. Et c'est précisément ce que j'ai dit. Et j'espère que le député comprenne bien ce que je dis. Mais je peux vous dire une chose qui est très importante. Le gouvernement actuel ne se rend pas dans le nord de l'Ontario pour le dire une chose et venir à Toronto pour dire une chose différente. C'est précisément ce que les gens à l'autre côté de la Chambre ont dit. Et je peux vous dire, il n'y a jamais eu tant d'initiatives concrètes prises au profit de la population de l'Ontario que celle prise par ce gouvernement. Et nous allons continuer de le faire pendant encore des années à venir. New question, the member for Windsor-Riverside. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Je voudrais lui demander s'il est toujours d'accord avec une lettre qu'il avait écrite au début de cette année. Il s'agit d'une lettre écrite le 11 février 1986, qui concerne la loi sur le brevet. Et il parle des dépenses que doivent faire pour les compagnies pharmaceutiques en investissement et qu'ils ont besoin de changements de loi afin de pouvoir récupérer leur investissement en 12 ans. Est-ce la position du gouvernement de l'Ontario? Ministre, cette lettre était adressée à M. Joseph Warner en février et je peux dire à l'honorable député qu'en septembre dernier, quand j'étais à Hackle Island, j'avais exprimé très clairement la position de ce gouvernement au ministre Michel Côté et j'ai assisté à une autre réunion à Thunder Bay en septembre et encore une fois, j'ai exprimé notre position à Harvey André et je n'ai pas changé d'avis. Supplementary, the member for Windsor-Riverside. Question supplémentaire.
Eh bien, Monsieur le Président, pour un ministre qui veut défendre je ne sais quoi d'autre, si c'était la lettre ou l'absence d'une position qu'il exprimait dans la Chambre, peut-être que le ministre pourra nous dire est-ce qu'il est d'accord avec notre parti qui pense que ce que le conservateur veut faire, c'est augmenter le prix à la consommation de cette province et d'après la loi projetée maintenant, cela va coûter 212 millions de plus par année et que d'après votre lettre, les consommateurs de la province devront payer 100 millions de dollars de plus d'ici 1991. Quelle est la position de votre parti? Est-ce que c'est celle exprimée dans la lettre que vous avez écrite en février ou c'est une autre position? Notre position est très claire. Nous accordons notre soutien au rapport Eastman jusqu'en concurrence de 4 ans. Eh bien, cette lettre, malheureusement, a été écrite par Je n'ai pas demandé une question supplémentaire. Le député de Lincoln. À l'ordre. Nouvelle question, le député de Mississauga-Nord. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. On a entendu à la radio ce matin que des milliers de gallons d'éthylène glycol sont pulvérisés par Air Canada à l'aéroport international de Pearson. Je crois que ce produit chimique finit par se retrouver dans le lac de l'Ontario. Ma question au ministre est, est-ce qu'il est au courant de cette situation? Et deuxièmement, est-ce qu'il est acceptable qu'on pratique une telle chose? Monsieur le ministre, est-ce que l'aéroport est dans votre comté? Oui. Je reçois des instructions du député de Hamilton-Est qui souhaiterait être le président, Monsieur le Président. En réponse à la question du député, toutefois, je dois dire que j'ai été surpris que Air Canada, qui est une société de la couronne du gouvernement fédéral, que Air Canada ne fait que gaspiller l'antigel qu'ils utilisent en été, en hiver, pour enlever la glace sur les ailes. C'est une marche à suivre inacceptable, à mon avis. Et deuxièmement, étant donné... Eh bien, les conservateurs ne pensent pas qu'il s'agit là d'une question importante, de toute évidence. Et deuxièmement, Monsieur le Président, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral et ses agences sont très intéressés à économiser de l'argent, je crois qu'en plus d'être concernés avec l'environnement, ils devraient peut-être penser qu'ils sont en train de gaspiller une grande quantité de leur antigel. Je sais que dans d'autres aéroports où il y a eu des études qui ont été faites, ils sont capables de récupérer cet antigel. Je crois que c'est ce qui a eu lieu à Mirabel. Je crois que c'est inacceptable pour l'environnement et je vais entrer en contact avec Transport Canada et le ministre de l'Environnement fédéral. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme question supplémentaire, je comprends que cette pratique en particulier, et quand on tient compte du fait que l'aéroport est sous la juridiction fédérale, est-ce qu'il y a autre chose que le ministre de l'Environnement projette de faire en ce qui concerne ce dépôt d'éthylène glycol dans les cours d'eau? Je crois qu'il y a une solution relativement très simple à ce problème parce que tout ce qu'ils doivent faire, compte tenu qu'il y a de grands volumes d'antigel utilisés pour les avions, c'est la construction des gouttières et des réservoirs pour récupérer cet antigel. Ils doivent ensuite les stocker dans des réservoirs. Nouvelle question. Le député de Lincoln. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Il a dit
quelque chose à propos de la détermination des prix des médicaments qui a semé un peu de confusion et sa lettre, peut-être pas par exprès, nous laisse perplexes. Je voudrais savoir qu'est-ce que le ministre a déclaré à M. André et à d'autres ministres à propos de cette question. Le député de Lincoln, je voudrais vous dire que la réponse était claire. Nous sommes contre le projet du gouvernement fédéral qui a l'intention d'accorder l'exclusivité pendant 12 ans. J'avais recommandé que cela soit moins de 12 ans. En fin de compte, j'avais dit que nous étions contre ce projet quand ils l'ont exprimé à Heckler Island et à Thunder Bay. Question supplémentaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit dans sa lettre à M. André, il est juste que des compagnies qui vont faire la recherche dans l'industrie pharmaceutique, qui dépensent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, doivent pouvoir récupérer leur investissement et être protégés par le brevet pendant 12 ans. Pas 10 ans comme on l'a dit dans la loi, mais 12. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le député s'est trompé. La lettre n'était pas envoyée à M. André. La lettre était envoyée à M. Warner en février. C'est une erreur très importante. Vous parlez d'une lettre destinée à un ministre et moi, je parle d'une lettre qui était adressée à un de mes mandants. À l'ordre. Le député de Hamilton. Ma question s'adresse au Premier ministre de l'Ontario. Comme chef du Parti libéral et en récompense de notre soutien qui vous avait permis de former le gouvernement de l'Ontario, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous avez signé une entente, Monsieur le Premier ministre, et une des sections importantes, il parlait de la réforme de la loi sur la sécurité du travail qui exigeait la justification de licenciement à propos des fermetures des usines et d'indemnités de départ. S'ils avaient respecté cet engagement à Goodyear, on n'aurait pas ce problème maintenant. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu il y a environ un mois ou 16 à 18 mois, pardon. Je crois qu'on avait fêté cette occasion et vous avez dû trouver que le gouvernement tient ses promesses à propos des choses qu'on avait parlé au cours de la dernière campagne électorale. Je sais que mes honorables amis voudraient se féliciter pour tout ce que le gouvernement a fait. Je crois que vous devrez tout aussi endosser le blâme quand des choses ne tournent pas rond. Nous voulons tout partager avec vous. Je dois dire que la question est à l'étude par le ministre et nous serons en mesure de partager cette information avec vous plus tard. Question supplémentaire? Eh bien, Monsieur le Premier ministre, c'était un accord signé. Pouvez-vous maintenant nous dire si votre engagement à demander une justification pour le licenciement et les fermetures des usines va protéger les employés de Goodyear et cette compagnie qui est rentable, qui fait des profits, va vouloir dédommager les employés qui perdent leur emploi. D'après ce que j'ai compris, on a donné un avis de 6 mois. Il y a des discussions qui sont en cours. Deux de mes ministres participent à ces discussions. Je peux vous promettre que ce que nous allons proposer sera rétroactif et nous allons
traiter de cette question sérieusement. Nous voulons voir si la compagnie est rentable ou est concurrentielle ou non. Hier, nous avons dit que, j'avais dit à l'honorable député que la suggestion que le fait qu'une compagnie doit se débarrasser de ses dettes pour combattre une tentative de prise de contrôle, j'avais dit que c'est une question très sérieuse. Je dis que le comité économique doit étudier cette question et j'ai aussi parlé de la nécessité d'avoir des consultations. Nouvelle question. Député de Carleton-Grenville. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au solliciteur général. Le solliciteur général pourrait-il confirmer ou dénier qu'en ce moment, il y a une enquête menée à l'endroit de sa personne par la Sûreté de l'Ontario? Y a-t-il ou pas une enquête menée par la Sûreté de l'Ontario à l'endroit de votre personne ou de la police de l'Ontario, Toronto plutôt? Étant donné que cette question, on me la pose, j'aimerais indiquer que le procureur a pris la parole et a répondu à la question qu'il est en train de mener une enquête par la police de Toronto concernant cette question et non donc la Sûreté de l'Ontario. Monsieur le solliciteur général, malgré ce que vous jugez être le caractère sévère de votre infraction ou malgré ce que vos collègues pensent à cet égard, vous devriez répondre à ce que la police de Toronto vous dise, car vous êtes responsable de vos actes, étant donné que vous-même et votre ministère sont en quelque sorte les patrons de la police de Toronto. Et ne pensez-vous pas que dans ce cas-là, que vous démissionnez en tant que... ou plutôt que vous réfléchissez à vos actes? Nous avons un contrôle non seulement en nomination du conseil exécutif de la police de Toronto, mais en plus à tous les conseils de police de la province. Et étant donné, il est ridicule de suggérer, étant donné notre poste, que nous allons mettre en danger le fonctionnement de la police. La nouvelle question, député de York Sud. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre du Commerce et de la Consommation concernant l'exposition qui a lieu dans ma circonscription. Maintenant que j'ai pu parler avec le pompier en chef et avec des personnes de la section de la sécurité des combustibles, il semblerait que le garage en question n'avait pas de responsabilité civile le jour de l'accident. Par conséquent, j'aimerais demander au ministre de la Consommation et du Commerce s'il peut expliquer comment il se fait qu'un garage qui a ce genre d'entreprise ou qui mène ce genre de commerce n'a pas l'assurance responsabilité civile. Oui. J'aimerais indiquer que le ministre responsable pour la gestion des combustibles m'a indiqué qu'il ne s'agit pas d'une nécessité. Par conséquent, ce genre de commerce n'est pas obligé d'avoir l'assurance responsabilité civile, qu'il n'est ou qu'il n'est pas, ne doit pas faire l'objet d'une enquête supplémentaire. Monsieur le Président, j'espère que le ministre reconnaîtra qu'il y a des personnes qui habitent à 80 pieds du lieu de cette explosion. Si le réservoir de propane avait explosé, beaucoup de personnes auraient pu se faire tuer. Par conséquent, j'aimerais demander au ministre quels sont exactement les étapes pour l'inspection, parce que le garage, comme vous ou un de vos agents l'ont reconnu, le garage n'a pas été inspecté après le mois de mars et
ne devait pas faire l'objet d'enquête par votre secteur de la sécurité des combustibles. Ce n'a pas été inspecté par votre ministère, un autre secteur, et ni même par le ministre du Travail. J'aimerais donc poser la question suivante au ministre. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les propriétaires avoisinants et les résidents avoisinants vont recevoir des compensations pour tout dommage et intérêt encouru à leur propriété et que on va avoir un système d'enquête mis en place ici en Ontario pour qu'il n'y ait pas ce genre de victimes par la suite? Oui, avec tout le respect qui est dû au leader du troisième parti, voici les faits. Les installations ont été commencées le 17 mars 1986 et on a trouvé que tout était en ordre. Et dans le rapport préliminaire, on peut voir que dans un garage attenant qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête, un travailleur, par accident ou négligence ou non sciemment de toute façon, a coupé une ligne ou un tuyau. Maintenant, on ne peut pas empêcher que ce tuyau ait été coupé. Quoi qu'il en soit, pour la question d'assurance, ceci ne fait pas non plus partie de l'enquête menée par la section ou la division des sécurités des combustibles. Alors, voici donc les faits tels qu'ils sont. Nouvelle question, le député de Burlington South. Vos règlements concernant les pharmaciens ont changé la limite de 34 jours à une durée de 8 mois pour les ordonnances. J'aimerais parler ici d'une situation à Burlington où une personne âgée a obtenu une prescription pour du Capitant. Il a payé 70 $ et 63 sous par mois. Ensuite, après 2 essais, on l'a remis sur une autre drogue, le propanolol, qui coûte 9 $ et 99 sous par mois. En fait, on a perdu quelques 500 $ ici à cause d'une mauvaise utilisation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous pensez qu'une économie de 5 $ pour les soins dispensés par les pharmaciens justifie une telle perte, une telle mauvaise gestion? Monsieur le Président, les gens de l'Ontario bénéficient de garde-fous en quelque sorte pour les soins dispensés par les médecins. Et moi, je crois que si le médecin donne une ordonnance pour une certaine quantité de médicaments, il le fait sciemment. Il sait pourquoi il le fait. Maintenant, je crois que certaines professions ont droit à choisir eux-mêmes, à prendre des décisions. On a parlé avec le Collège des pharmaciens concernant les prises de décision à l'égard des paramètres professionnels. Il existe certaines limites étant donné la liberté de cette profession et je suis sûre que vous comprendrez que ces limites sont tout à fait appropriées. Et il y a une question qui me préoccupe, Monsieur le Président, c'est lorsque le député voudrait analyser la décision professionnelle de ne pas donner toute la quantité, mais est-ce que c'est possible qu'on ait besoin de communication entre le pharmacien et le médecin? Peut-être parce que le consommateur a un certain profil de consommation de médicaments et peut-être il serait à propos que le pharmacien en parle avec le médecin qui dispense les ordonnances. J'aimerais également indiquer que nous avons pu parler avec les collèges des médecins à l'ordre supplémentaire. Monsieur le ministre, vous savez que votre propre comité du gouvernement donc sur les personnes âgées a parlé de la mauvaise utilisation de drogue, de médicaments, surtout lorsque des quantités importantes sont disponibles. Ceci a pu augmenter le nombre d'admissions aux hôpitaux pour la non-conformité des médicaments et l'utilisation des médicaments. Qu'est-ce qui vous concerne plus, la santé des citoyens ou la santé des fonds publics?
J'espère que le député comprend que c'est la santé des personnes âgées qui nous préoccupe. On en a parlé déjà longtemps concernant l'à propos des médicaments qui font l'objet d'une ordonnance. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont certes venues nous parler concernant l'utilisation des médicaments et la façon dont les personnes s'en servent et quand est-ce qu'ils sont prescrits. J'en ai parlé avec l'Association des pharmaciens et ainsi que des représentants de consommateurs ainsi que des représentants des personnes âgées. Et ces groupes ont certes fait preuve d'une préoccupation certaine à l'égard de l'utilisation des médicaments en Ontario. Je puis simplement indiquer au ministre ou aux députés plutôt qu'il y aura certainement plus de communication entre les personnes qui prescrivent les médicaments et les consommateurs, étant donné les projets de loi 54 et 555, et que donc le consommateur sera plus renseigné, parce qu'après tout, c'est à lui de savoir pour qui, de qui, pourquoi donc il a tel et tel médicament. Par conséquent, Monsieur le Président, je suis sûre que ces projets de loi aideront beaucoup à l'éducation de la population à l'égard des médicaments qu'ils consomment. Et j'ai l'intention de mettre en œuvre ces projets de loi à partir du 1er décembre. Monsieur le ministre, Président, je suis heureuse de voir que le ministre de l'Environnement a parlé du fait que 1 million d'éthylène glycol, ait été déversé dans les eaux. Le ministre ne serait-il pas d'accord de dire qu'il s'agit d'un autre échappatoire dans son nouveau programme et que dans tout programme qu'il a déjà déclaré ou que toutes les mesures prises par son ministère, en fait, ne fait rien du tout pour empêcher ce genre de situation? Tout comme le député, j'ai presque dit ministre, ça serait une erreur là. Donc, je vais essayer d'être aussi global que mon collègue pour répondre à cette question. Mais comme le député le saura, le programme MISA a été créé pour traiter de déchets qui sont déversés directement. Et ces déchets devraient être de nature industrielle, par exemple, qui viendraient de Dow Chemicals, qui est jeté directement dans l'eau, ou encore des déchets qui proviennent d'autres sources municipales, par exemple. Il y a également d'autres aspects à ce programme par le truchement de ce projet de loi. Par exemple, le projet de loi sur les déversements dangereux. Et ce projet de loi nous permettrait de prévenir qu'on ait affaire à ce genre de situation à l'avenir. Alors, la réponse est très simple, c'est d'avoir les systèmes d'égout appropriés ainsi que les réservoirs à propos. J'aimerais également dire à l'ordre, s'il vous plaît. Supplémentaire. Monsieur le Président, je suis heureux de voir que le ministre sait au moins ce qu'il faut faire à l'égard du problème. Je suis d'accord avec lui que le ministre ou le ministère a besoin de principes directeurs pour l'éthylène glycol. Également, on devrait exiger de la part de Transport Canada d'avoir, ou plutôt on devrait demander à Transport Canada d'exiger qu'on utilise des permis pour le transport de cette substance. Mais est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a l'intention de faire à l'égard des solutions? On a certes vu un rapport à l'égard des permis en 1975. Oui, si vous aviez posé une question aussi précise au début, j'aurais peut-être essayé d'être plus précis, moi aussi. J'aimerais simplement indiquer à la députée que je partage sa consternation et Environnement Canada a certes examiné la question, mais n'a pas pu donner les résultats à Environnement Canada pour ce qui est, ou plutôt Transport Canada pour ce qui serait des solutions à propos. Le député et moi-même avons été à une conférence à Hamilton, à l'Université McMaster, concernant les questions d'environnement. Et je crois que quelques-unes des questions qui ont été soulevées, c'est qu'on pourrait épargner de l'argent en utilisant certaines mesures. Par conséquent, si les compagnies ne sont pas prêtes à économiser d'elles-mêmes
de l'argent, alors cela incombe à nous, le ministère, de s'assurer que les égouts soient installés et que les réservoirs spéciaux aussi soient assurés. Et ce serait ça notre devoir à l'endroit de la communauté. Nouvelle question, député de Mississauga-Sud. Ma question s'adresse au ministre des Affaires culturelles et de la Culture. Le ministre est au courant que l'adoption de la modification sur la vente de taxes au détail, projet de loi 26, tient compte d'une exonération de 10 pour les théâtres à but non lucratif, signifierait la perte de 1,6 million de dollars pour les 6 principaux centres des arts de la province. Même le trésorier a indiqué que ce serait en fait des revenus neutres, entre guillemets. Or, ceci sert à appuyer divers organismes concernant les arts. Question. J'aimerais par conséquent demander au ministre, étant donné ces réalités, la ministre a-t-elle discuté cette question avec le trésorier et quels ont été les résultats? Et est-elle d'accord ou pas avec ce qui a été indiqué? Notre ministère a certainement eu des discussions avec le ministre des Revenus. On a échangé beaucoup de lettres et on a reçu beaucoup de lettres plutôt. On a eu des lettres pour et des lettres contre. Mais nous pensons que le projet de loi devrait être adopté tel qu'il existe maintenant.